Bienvenue sur Miradi Podcast, la voix des acteurs du secteur privé africain, une production par Miradi Media. Chaque épisode donne la parole aux chefs de projet et aux coordonnateurs de programmes d'appui pour décrypter les stratégies, découvrir les contextes, les impacts, les réalisations concrètes et les défis à relever sur le continent. Écoutez, informez-vous via Miradi Podcast pour mieux comprendre, mieux prendre des décisions et mieux agir. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Miradi Podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et surtout pour vous amener au Burundi. Donc, on va aujourd'hui au cœur de l'Afrique de l'Est pour découvrir un programme du nom de PRET. Donc, c'est le projet d'emploi et de transformation économique qui est mis en œuvre par la Banque mondiale. Et pour en parler, nous avons la chance d'accueillir donc la coordonnatrice du projet. Merci beaucoup, Madame Béatrice Zimana, de nous rejoindre. Je vais vous laisser vous présenter d'abord. Merci beaucoup. Je suis Béatrice Nzeimana. Je suis la coordonnatrice nationale du projet pour l'emploi et la transformation économique. Donc voilà, je suis juriste de formation et avant peut-être de me retrouver au projet, donc j'ai travaillé un peu de temps, 2 ans au niveau de la magistrature, au niveau du Burundi, une année en tant que juge, une autre année en tant que magistrate. Et puis après, je suis rentrée à l'agence de développement, à l'agence de promotion des investissements, API, qui est actuellement devenue l'agence de développement du Burundi. Donc, à cette agence, c'est en charge de l'accompagnement des entreprises, des investisseurs et du secteur privé. Et j'ai travaillé pendant 10 ans dans les différents services de l'agence. Premièrement, dans le service en charge de l'appui et l'accompagnement des investisseurs, l'appui et l'assistance aux investisseurs. Et j'ai travaillé aussi dans le service en charge de l'immatriculation des entreprises. Donc, et j'ai fait beaucoup de réformes dans ce service d'immatriculation de l'entreprise jusqu'à la digitalisation de ce service qui est actuellement utilisé, la création d'entreprises qui se fait en ligne. Après, j'ai travaillé dans le service en charge des réformes pour le climat des affaires et le développement du capital humain. Et voilà, en 2024, alors, j'ai été donc recrutée pour coordonner les activités de mise en œuvre du projet pour l'emploi et la transformation économique. Super intéressant. Donc, vous avez un côté juriste qui va être très important, j'imagine, dans votre rôle actuel. C'est super intéressant de voir ça. Et donc, aujourd'hui, je vais me mettre à la place d'un entrepreneur. Disons que je viens de Ngozi ou bien de Bubanza. Qu'est-ce que le programme PRED change concrètement dans ma vie? Qu'est-ce que je gagne à y entrer? Oui, donc il y a beaucoup d'opportunités donc dans le programme PRET. Le programme PRET, d'abord, il faut comprendre que c'est un projet du gouvernement et qui a été initié par le gouvernement et en partenariat avec la Banque mondiale. Et donc, il a bénéficié de l'appui de la Banque mondiale, le financement à hauteur de 100 millions de dollars pour accompagner le secteur privé burundais. En tant qu'entrepreneur, donc, si vous entrez dans le programme, nous avons, je dirais, plusieurs fenêtres d'appui. Et il y a d'abord les appuis directs aux entreprises. Donc, si vous entrez dans ce cadre d'appui direct qui se font d'une part à travers le concours de plan d'affaires. Donc, si vous soumettez votre plan d'affaires pour bénéficier d'un appui direct en tant qu'entrepreneur, là, vous bénéficiez en termes de subventions en équipement pour moderniser ou améliorer votre activité entrepreneuriale. Deuxièmement, il y a également des réformes de mise en œuvre, des réformes qui contribuent à améliorer l'accès au financement pour les entreprises. C'est notamment le fonds de garantie partielle de portefeuille de crédit que nous venons de mettre en place. Donc, si vous pouvez aller contacter votre banque et demander un crédit
Donc, si vous êtes éligible à ce fonds de garantie, vous pouvez bénéficier d'un crédit sans que vous ayez une garantie suffisante parce que une partie de votre crédit sera garantie par le fonds que nous venons de mettre en place dans le cadre du programme PRED. En plus de ça, nous sommes en train de développer de mettre en place le registre électronique des sûretés mobilières. C'est une innovation qui n'était pas sur place au Burundi et qui va permettre aux entreprises, aux entrepreneurs de pouvoir accéder au crédit tout en mettant en garantie les biens meubles, ce qui ne se faisait pas parce que jusqu'à aujourd'hui, les banques et les institutions financières demandent les hypothèques classiques qui sont les titres de propriété, les titres fonciers. Ouais. Voilà. Alors, avec le registre électronique des sûretés mobilières, les institutions financières pourront donner des crédits aux micro-petites entreprises avec des hypothèques non classiques. Ok. Ça, c'est un point intéressant sur lequel je pense qu'on va revenir. On va revenir dessus dans la seconde partie donc, de ce podcast. Mais peut-être avant d'aller un peu plus loin, vous avez mentionné que c'est une initiative du gouvernement, donc ce projet-là. Et je voudrais savoir donc, comment est-ce que ça s'est concrètement passé? Parce que justement, il y a eu un diagnostic qui a été fait sur le secteur privé burundais. Et c'est de ce diagnostic, si je ne me trompe pas, que le projet est né. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que vous avez noté dans ce diagnostic-là qui vous a alerté et qui vous a conduit à la création du projet PRET? Donc, c'est un diagnostic qui a été fait par le gouvernement et sur l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Et le diagnostic a relevé pas mal de défis au niveau du secteur privé. Donc, le diagnostic a mis en exergue les problèmes que rencontrent les entreprises, à savoir donc l'accès limité au financement, l'accès limité au crédit, et puis il y avait également, et il y en a encore, de problèmes d'accès aux devises pour la plupart des entreprises. Et il y avait aussi des problèmes d'accès au marché ainsi que des problèmes de compétitivité des entreprises burundaises. Il y avait aussi d'autres problèmes liés aux réformes, au manque de réformes, insuffisance de réformes pour améliorer le climat des affaires, que ce soit les réformes légales et institutionnelles, pour pouvoir améliorer le climat des affaires au Burundi. Voilà, c'est sur base de tous ces défis que nous avons préparé le projet pour l'emploi et la transformation économique. Si je parle que nous avons préparé, c'est parce que je travaillais à l'Agence de développement du Burundi et c'est l'Agence de développement du Burundi qui a préparé le projet en collaboration avec la Banque mondiale. Donc, c'est l'Agence de développement du Burundi qui représente le gouvernement du Burundi dans la mise en œuvre du projet. Votre côté juriste a été très important dans la création de ce projet-là. Et donc, si je comprends bien, donc, il y a différentes parties donc, du gouvernement, différents corps du gouvernement ou bien des agences publiques burundaises qui ont été mobilisées pour créer ce projet-là et pour le mettre en place. Et donc, comment se passe la coordination au quotidien? Ok. Au niveau ancrage institutionnel du projet, le projet est géré au quotidien par une unité de gestion dédiée, mais une unité de gestion qui est au sein de l'Agence de développement du Burundi. Donc, étant une agence en charge de la promotion, de la promotion des investissements, de l'accompagnement des investisseurs, de la création, en charge de la création des entreprises, la création et l'accompagnement des entreprises. Voilà, donc c'est vraiment l'agence qui était, je dirais, la plus appropriée pour pouvoir gérer ce projet, ce programme, étant donné que dans ses missions habituelles, c'est comme si c'est vraiment l'interlocuteur public du secteur privé. Donc voilà, et là, en son sein, beaucoup de services qui vont dans le sens d'accompagner le secteur privé. Même si l'unité de gestion est logée à l'Agence de développement du Burundi, mais l'unité de gestion revêt un caractère, je dirais, autonome et indépendante, égard à la gestion du programme.
Et puis, l'unité de gestion interagit avec d'autres institutions qui interviennent dans le développement du secteur privé. Il y a notamment la Chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi, qui est, je dirais, représentant légal du secteur privé du Burundi. Il y a également d'autres institutions. Nous collaborons en même temps avec le ministère de la Justice en ce qui est de la justice commerciale. Donc, Mhm. sur le volet justice commerciale, justement, ça pourra peut-être, je pourrais y revenir dans le cadre de l'amélioration du climat des Ouais. affaires. Mais il y a également d'autres institutions comme l'Office burundais des mines, comme le ministère il y a le commerce et l'industrie dans ses attributions. Donc, il y a une multitude d'institutions publiques et privées. Ok. Merci beaucoup. Enfin, ça me permet aussi de mieux comprendre qui intervient dans ce projet-là. Et peut-être maintenant, je vais plus parler des secteurs que vous mettez en avant. Parce que donc, de ces diagnostics, j'imagine, il y a des secteurs que vous avez identifiés comme étant les plus urgents à améliorer ou à stimuler. Et donc, si je comprends bien, il y a le secteur, donc tout ce qui est volaille, le secteur fruitier, la pisciculture, les mines et le lait, qui sont des industries que vous mettez en avant. Moi, je me suis demandé justement pourquoi ce choix-là sur ces industries, sachant que le Burundi est quand même connu historiquement pour tout ce qui est café et thé aussi. Donc, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là sur ces différents autres secteurs? Merci beaucoup. Oui, le Burundi est connu comme exportateur de café et du lait, mais ça, ce sont Mhm. des secteurs prioritaires, je dirais, des secteurs prioritaires classiques pour le Burundi. Mais C'est après vrai. un temps, on a constaté que les secteurs prioritaires classiques ne suffisaient pas pour développer le secteur privé ou pour faire du secteur privé le moteur du développement. Donc, nous avons Mhm. beaucoup longtemps compté sur le café et le thé. Et certes, ces secteurs contribuent au développement du pays, mais nous avons aussi constaté avec le temps, qu'il y a aussi la naissance d'autres secteurs potentiellement porteurs d'impact qui pourraient contribuer au développement économique, à la transformation Mhm. du pays et à la création d'emplois. Actuellement, le Burundi fait face justement au défi de création d'emplois pour les jeunes. Je comprends très bien. Et peut-être pour rentrer un peu plus donc dans le vif du programme, j'aimerais savoir, donc aujourd'hui vous ciblez d'accompagner, mais aussi de financer donc 1600 MPME, donc des entreprises, et avec un focus sur les femmes, mais aussi les réfugiés. Donc je voudrais savoir comment est-ce que vous garantissez que ce ne soit pas seulement les mêmes entreprises ou bien les mêmes personnes qu'on retrouve dans votre programme, mais que tout le monde, même si je suis à Bubanza ou bien que je suis à Kirundo, que je puisse quand même avoir accès à ce programme-là. Hmm. Oui, nous devons garantir l'équité et l'inclusion dans la mise en Oui, œuvre de ce programme. Et nous avons mis en place je dirais, des mécanismes, des mesures aussi d'intégration donc des bénéficiaires prioritaires. Comme tu le dis, ce sont les femmes et les réfugiés. Les femmes à hauteur de 50% des bénéficiaires et les réfugiés à hauteur de 6% des bénéficiaires dans la mise en œuvre des actions du projet. Donc, par exemple, pour ce qui a déjà commencé, c'est notamment le concours de plan d'affaires pour octroyer les subventions aux micro, petites et moyennes entreprises. Nous avons lancé une campagne de sensibilisation sur tout le territoire du pays. Donc, nous avons parcouru toutes les provinces du pays. Nous avons sensibilisé tous les entrepreneurs. Nous informons également les femmes. Nous passons via les organisations formelles des femmes entrepreneurs. Nous avons aussi rencontré les représentants ou les organisations qui travaillent avec les réfugiés, donc pour informer de l'opportunité et puis pour mobiliser les réfugiés. Je dis là, quand on parle de réfugiés, on parle beaucoup plus de réfugiés urbains qui exécutent des activités génératrices de revenus. ok, ok, très clair. Et donc, par exemple, pour ces réfugiés-là, comment est-ce que, par exemple, vous réussissez à convaincre que ce soit les banques ou bien le FIGA, donc le fonds de garantie, de prêter
certaines sommes à un projet qui est encore fragile ou bien un projet qui vient de commencer? Oui, un projet qui vient de commencer peut être porteur d'impact plus qu'un projet vieillissant. Dans la vie d'une Totalement. entreprise, il y a des activités, il y a des projets qu'on initie et il y en a qui réussissent, mais il y en a aussi qui ne réussissent pas. Donc, c'est comme la vie d'un homme, hein, c'est une entreprise, et ça a Oui. une fin. Donc, un projet qui vient de commencer, il peut être très porteur d'impact. Et nous comptons aussi sur l'expertise des banques dans l'analyse des dossiers des demandeurs de crédit. C'est pourquoi même on a mis en place un fonds de garantie. Il est géré par le FIGA, mais les crédits sont octroyés par les banques et les institutions de microfinance. Donc, c'est le même circuit, c'est le circuit habituel d'octroi de crédit, l'analyse des dossiers des demandeurs de crédit, mais juste le fonds vient appuyer les institutions là où ils vont constater que un projet, un entrepreneur a un projet rentable, porteur d'impact, mais quand il n'a pas assez d'hypothèques, c'est là où le fonds de garantie va intervenir pour permettre à cet entrepreneur de développer son activité, même s'il n'a pas d'hypothèse suffisante. Ok. D'hypothèque. Et donc, oui. Et donc ça, c'est une communication que vous faites aussi durant les campagnes d'appel à participation. Parce que je ne sais pas si les réfugiés ou bien les entrepreneurs, peu importe qui c'est, est-ce qu'ils se rendent compte justement que ces mécanismes existent? Donc, est-ce que vous, dans votre communication avec ces potentielles entreprises qui peuvent participer, vous le mettez en avant? Oui, justement, nous faisons des campagnes de sensibilisation et non seulement les projets qui viennent de naître, parce que Mhm. parmi les bénéficiaires, il y a les entreprises formelles et même informelles. Donc, nous Ok. sensibilisons donc même ceux qui travaillent dans l'informel et ces entreprises ou ces activités sont éligibles au programme de prêt. Donc, nous Ok. essayons de porter à la connaissance de tout le monde de ces opportunités. Ok. Mais comment ça se passe enfin, pour la sélection? Vous, en tant que coordonnatrice, comment est-ce que vous évaluez finalement qui est éligible à ce programme ou pas? Est-ce que vous considérez que vos critères sont rigides ou pas vraiment? Bon, nous venons juste de lancer la première cohorte. Effectivement. Le Oui. projet est en phase, je dirais, en phase de démarrage des actions. Donc, nous avons Mhm. lancé la première phase et les gens, nous avons, au départ, nous attendions à ce que nous puissions recevoir au maximum 200 demandeurs, 200 candidats demandeurs d'appui. Ok. Et puis, nous en avons eu 750. Donc voilà, c'est la Ah, wow. première phase déjà, nous en avons eu plus de 750. Et Mhm. puis, pour le moment, l'équipe d'experts qui nous accompagne dans l'organisation de Socopa est à l'œuvre. L'équipe est en train de faire la présélection. Donc, Mhm. regarder l'éligibilité. Puis, je pense, courant cette semaine, nous allons avoir le rapport de présélection. Et puis, heureusement, nous avons prévu aussi un programme de formation et d'accompagnement pour mieux élaborer les plans d'affaires qui feront objet de concours alors. Donc, Mhm. maintenant, nous Oui. faisons la présélection des candidats. Nous allons présélectionner ceux qui, au regard des critères que nous avons mis en place, sont éligibles. Et puis, nous allons organiser à leur endroit une formation, un accompagnement en gestion d'entreprise, en élaboration de plans d'affaires bancables. Et puis après, ils vont soumettre alors leur projet bien élaboré et nous allons sélectionner les projets qui bénéficieront des subventions dans le cadre de Socopa. Mhm. Ok, d'accord, très clair. Et donc, quels sont les critères? Juste pour ceux qui nous écoutent aussi, qui voudraient participer, quels sont les critères? Est-ce que c'est en termes de nombre d'années d'existence? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? OK. Le premier critère, c'est d'être une entreprise burundaise. Ça, c'est le premier critère. Et Donc, puis, moi, sénégalaise, je ne peux pas participer. Ok, non, non, si vous avez une entreprise de droit burundais, même si vous êtes ok, sénégalais, vous pouvez participer. ok. Et oui. Le deuxième critère, donc,
Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a pas mal de critères, mais le deuxième, c'est d'avoir une existence d'au moins une année. Que ce Ok. soit une existence formelle ou une existence informelle, mais que vous ayez cette existence d'au moins une année. Mais pour une entreprise informelle, du coup, qu'est-ce qu'elle vous montre comme preuve d'activité d'un an? Là, on demandait l'attestation de reconnaissance de l'administration locale. Ok, ok. C'est lui qui est Est-ce que dans c'est le secteur. compliqué à avoir ou pas? Non, non, c'est pas compliqué. Normalement, au niveau de l'administration locale, au niveau de la zone, donc toute personne qui initie une activité, elle est connue par l'administration locale, elle peut aller demander cette attestation au niveau de la zone. Et nous avons vu que beaucoup, ils ont eu cette attestation. C'est pas compliqué. Il y a un document que nous avons exigé, peut-être qui n'a pas été très facile à avoir, c'est le Mhm. casier judiciaire. Donc, Hmm. une attestation qui prouve que vraiment, vous n'êtes pas poursuivi par la justice burundaise, vous n'êtes pas parmi donc, les gens qui ont commis des infractions pénales. Et Ok, puis, c'est important. ça, mais nous avons trouvé un mécanisme aussi donc, de flexibilité. Nous avons accepté que les gens candidatent pendant les délais et qu'ils vont compléter Hmm. le dossier avec cette attestation de casier judiciaire après. Ok, bon, ça c'est important. Ça Ça reste c'est exigé, important. mais ça peut être Oui, très souvent après les hors délai même. ok, c'est vrai. Mhm. Donc ça c'est une bonne alternative justement pour ceux qui ne reçoivent pas leurs documents à temps. Et est-ce que vous avez un focus géographique aussi pour la couverture territoriale burundaise, comme des objectifs de représentativité ou des quotas que vous Non, êtes fixés? Non? non, le projet Ok, couvre tous les territoires. d'accord. Mais comment est-ce que vous vous assurez que ce ne soit pas seulement des gens de Bujumbura ou bien de, de Ngozi qui viennent? Non, nous avons fait le lancement d'abord pour le COPA. Nous avons fait le lancement Oui. au niveau de Bujumbura pour informer le public, les Mhm. entrepreneurs. Et puis après, nous avons organisé des caravanes dans toutes les provinces. Ah, trop bien. Ok, Oui, nous avons super. organisé des caravanes d'information dans toutes les provinces. Et nous Mhm. avons mis en place dans les provinces des antennes relais pour pouvoir appuyer même la population Parce que la soumission des candidatures se fait en ligne donc via une Mhm. plateforme électronique. Donc, nous Oui. savons qu'il y a des gens à l'intérieur du pays qui n'ont pas les capacités de pouvoir candidater. Et même si nous avons mis la plateforme, même en langue nationale en Kirundi, nous savons qu'il peut y avoir des entrepreneurs qui ne peuvent pas manipuler l'outil informatique correctement pour pouvoir candidater. C'est pour cela que nous avons mis en place des antennes relais dans les provinces Mhm. qui ont aidé les gens à candidater. Ça me permet justement de faire la transition sur vos projections et aussi vos perspectives dans ce programme-là. Donc, si je comprends bien, l'objectif, c'est de créer donc plusieurs emplois d'ici 2028. Je pense qu'on est au niveau de 22 000 emplois que vous fixez pour d'ici 2028. Mais comment est-ce que donc vous mesurez cette création d'emplois-là, déjà, dans le cadre du projet? Ouais. Nous allons mesurer la création de ces emplois parce que il y a des mécanismes que nous sommes en train de mettre en place qui permettront la création de ces emplois. En premier lieu, ce sont ces entreprises qui seront accompagnées, qui bénéficieront des subventions. Donc, ce que je peux souligner, c'est que nous avons trois types de subventions. Donc, nous venons tout à l'heure de parler du COPA. Ça, c'est un des trois types de subventions que nous allons mettre en place. Et le COPA vise à toucher plus de 600 entreprises. Et donc, ça, c'est une catégorie de subventions. Nous avons Mhm. aussi d'autres subventions que nous appelons les subventions à coût partagé. Là, ce sera des subventions en termes d'infrastructures productives.
Et là, la moyenne de la subvention est à hauteur de 250 000 dollars. C'est vraiment pour subventionner les infrastructures productives qui contribueront au développement des chaînes de valeur. Et Mhm. ce sont des infrastructures partagées, donc, dont les bénéficiaires sont plus qu'une seule entreprise. Et puis, Mhm. il y aura également l'autre catégorie de subvention qui est la subvention de performance qui permettra d'appuyer les entreprises et avoir des liaisons avec les fournisseurs et les acheteurs. Donc, Ok. permettre aux entreprises bondées à répondre aux standards exigés par les acheteurs. Et là, quand on parle d'acheteurs, on parle aussi de marchés, et que ce soit les marchés nationaux, régionaux ou même internationaux. Voilà. Alors, à travers tous ces appuis que nous allons déployer, et d'ailleurs qui constituent même la moitié de l'enveloppe du projet, presque la moitié, Mm. parce que ces subventions, le budget qui est derrière, c'est 48 millions de dollars. Vous comprenez Ok. bien que c'est presque la moitié donc, du portefeuille du projet. Nous comptons toucher justement ces entreprises et c'est à travers ces entreprises appuyées que nous allons pouvoir identifier aussi les emplois qui seront créés par ces entreprises qui seront appuyées et sur base des interventions du projet. Parce que dans les plans d'affaires que les entrepreneurs vont soumettre pour bénéficier des subventions, ils vont indiquer justement euh, les emplois qui vont créer. Et Mhm. nous avons des équipes expérimentées pour analyser justement les plans d'affaires et la rentabilité des projets. Et Mm. pour ce qui est de la rentabilité des projets, ça fait donc la création d'emplois fait partie aussi de la rentabilité des projets. Donc, c'est à travers ce mécanisme que nous allons pouvoir contrôler ou suivre la création de ces emplois. Ça, c'est d'une part. J'ai Mhm. bien mentionné que, d'autre part, nous accompagnons les mécanismes d'accès au crédit. Oui. Il y a également il y a la mise en place du fonds de garantie. Ça, c'est Mhm. un des outils pour faciliter l'accès au crédit. Alors, dans les dossiers des demandeurs de crédit, et il mentionne également tout ce qui est rentabilité du projet pour lequel il demande le financement. Et là, on va aussi identifier les emplois qui seront créés à travers ces, ces projets mis en œuvre grâce au soutien de ces crédits que le fonds de garantie va soutenir. Mais également, à côté de ça, nous sommes en train de développer le registre électronique des sociétés mobilières. C'est aussi un autre Ok. instrument. Donc, c'est un autre mécanisme qui va permettre aux entreprises de créer des emplois. Donc, nous avons pas mal de mécanismes qui nous permettront, à la fin du projet, d'identifier les emplois qui seraient créés grâce aux interventions du projet. Je me demande, vous, aujourd'hui, en tant que coordonnatrice, ça fait quand même beaucoup de choses à surveiller, j'imagine. Mais comment est-ce que ça se passe concrètement? Parce que vous parlez donc des fonds de garantie, vous parlez de l'accès au financement, de la création d'emplois. Comment est-ce que vous y prenez? Moi, je ne travaille pas seule. Je suis la C'est vrai. coordonnatrice. Je ne travaille pas seule. Oui. J'ai J'ai toute une équipe avec Mhm. laquelle on travaille. Il y a les experts de l'unité de gestion du projet. Il y a les Oui. consultants d'appui à l'unité de gestion du projet. Il y a les cabinets Effectivement. de gestion des subventions qui travaillent également avec nous, qui nous accompagnent dans la sélection, l'accompagnement des bénéficiaires des subventions. Mais il y a Mhm. également le FIGA, qui est aussi Oui. une institution à part qui va gérer le fonds de garantie. Donc, nous avons, je dirais, externalisé certains services, certaines activités qui sont gérées par d'autres structures, mais l'unité de gestion coordonne. Donc, elle coordonne, fait le suivi auprès des autres prestataires, auprès des autres gestionnaires de certains programmes de projet. Mhm. Oui, totalement. Ok. Et peut-être une dernière question sur la question de l'emploi, c'était comment est-ce que vous faites aussi pour être sûr que à la fin du financement, donc en 2028, à la fin du projet,
qu'un emploi qui a été créé dans ce cadre-là ne s'arrête pas en même temps que la fin du projet? Donc, comment est-ce que on est sûr qu'il soit pérennisé? Euh, nous mettrons en place aussi des mécanismes de pérennisation des acquis. Donc, Mhm. un projet qui est en train d'être mis en place doit aussi penser à la pérennité des actions. Oui, Oui, et nous effectivement. travaillons avec l'Agence de développement de Burundi et nous sommes en train de renforcer cette agence pour qu'à la fin du projet, elle puisse continuer le suivi et l'accompagnement des entreprises bénéficiaires. Maintenant, si on va donc sur la question aussi des bénéficiaires. Donc, tout à l'heure, vous parliez d'un quota de 6%, donc d'inclusion des bénéficiaires prioritaires qui sont donc les réfugiés. Euh, Qu'est-ce que ça change vraiment dans la conception ou même les obstacles que vous avez dû peut-être lever pour les intégrer réellement? Le premier défi qu'on avait au départ, c'était le défi d'identifier justement les réfugiés. Parce Mm. que nous, la cible, sont les réfugiés qui exécutent des activités génératrices de revenus. Donc, Oui, nous les appelons communément les réfugiés urbains. C'est pas nécessairement les réfugiés qui sont dans les camps de réfugiés, mais aussi nous avons beaucoup de réfugiés qui sont dans les différentes villes du pays et qui se sont intégrés là et qui exécutent aussi des activités génératrices de revenus et qui ont des entreprises. Voilà. Et puis pour les identifier, nous avons travaillé avec l'ONPRA, c'est l'Office national en charge de l'accompagnement des réfugiés. Nous avons travaillé avec l'OIM, donc qui accompagne également les réfugiés, et nous ont appuyé dans l'identification des zones d'intervention de ces réfugiés. Nous avons déjà dans notre base de données les zones où il y a la plupart des réfugiés. Et puis, nous les rencontrons là-bas pour les sensibiliser, pour les inviter à candidater parmi les autres entreprises. Et comme nous venons juste de mettre en place la première phase, nous allons analyser les résultats de la première phase et nous allons ajuster les mécanismes pour les prochaines phases afin de pouvoir toucher également la cible du projet et les cibles du projet. oui, ok. Donc ça, c'était un des défis que vous avez rencontrés, donc sur l'identification de ces bénéficiaires-là. Est-ce que vous en avez rencontré d'autres? Parce que là, peut-être, avant de continuer, vous avez commencé maintenant depuis quand? Et là, ça fait combien de temps que le projet commence? Oui, le projet a commencé en mars 2024. La mise en vigueur du Ok, projet a eu lieu en mars 2024. ok. Donc, depuis mars jusqu'à maintenant, Ça fait donc, à peu près. est-ce que vous avez connu d'autres défis? Non, vraiment, parce qu'il y a des organisations professionnelles et pour les Mhm. femmes, il y a l'Association des femmes entrepreneurs avec laquelle nous travaillons. Et puis, moi, personnellement, j'ai longtemps travaillé dans l'agence de promotion des investissements. J'ai longtemps Oui. travaillé dans le service de création des entreprises. Donc, même si on rentre dans la base de données des entreprises créées au niveau de l'agence de développement du Burundi, nous pouvons avoir les cibles facilement. Donc, c'est pas compliqué. Et puis, Mhm. le Burundi, c'est pas un grand pays. Donc, l'information circule très vite. Et peut-être une autre question que j'avais, c'était par rapport aussi au secteur donc, du vert et aussi du numérique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a enfin, je sais pas, une certaine, on va dire, des encouragements que vous faites aux entreprises pour qu'ils se tournent vers ce secteur-là? Est-ce que vous en faites la promotion, donc tout ce qui est technologie verte, pour pas que les entreprises le voient plutôt comme un obstacle, mais aussi une opportunité de business? Est-ce que ça fait partie de vos points que vous mettez en avant? Oui, oui, ça fait partie des priorités du projet et ça fait Mhm. également ça fait partie des priorités du gouvernement.
Donc Oui, voilà, un effectivement. gouvernement burundais qui est en train de promouvoir le numérique, la Mhm. digitalisation. Promouvoir d'abord la digitalisation de ces services et inviter les gens à travailler avec les nouvelles technologies et de communication et d'information. Donc, Oui. c'est vraiment une opportunité, je dirais, pour le projet parce que nous visons à accompagner justement les TIC, les numériques, et le gouvernement est en train également de promouvoir ça. Donc, de coïncidence qui nous permettent d'avoir intérêt Oui, d'action très facilement. ok. Est-ce que c'est à travers des masterclass, des conférences? Comment est-ce que vous y prenez pour faire aussi cette action de sensibilisation sur ce sujet? Nous organisons des conférences, Oui, nous organisons des missions sur les médiums nationaux. Et oui, puis, comme nous avons aussi beaucoup d'interlocuteurs, je dirais beaucoup d'institutions avec lesquelles nous travaillons, il y a des activités, je dirais, séparées que nous mhm, exécutons avec les institutions. Et le plus souvent, ces activités, que ce soit les ateliers, les conférences, et tout ça, le plus souvent, c'est médiatisé. ok, parfait. Donc il y a une bonne couverture médiatique qui permet justement de démocratiser cette information-là. Aujourd'hui, pour les entreprises qui nous écoutent, comment est-ce qu'ils peuvent rejoindre ce programme-là? Tout à l'heure, on a parlé des critères, mais quelles sont les étapes concrètes donc du processus de sélection? Et ils ont jusqu'à quand pour postuler et espérer donc participer à ce programme? D'accord. Je commence d'abord par la participation au fonds de garantie partielle de portefeuille Oui. de crédit. Là, nous avons le fonds de garantie qui est géré par le FIGA, dont on a parlé tout à l'heure. Mais le FIGA garantit les crédits que les institutions financières ont octroyés aux entreprises. Donc, Ok. les entreprises vont passer par leur banque classique habituelle pour demander les crédits. C'est pas compliqué. Donc, c'est pas un effort particulier que ça demande. Une entreprise qui a un projet, et généralement, les entreprises travaillent avec le secteur financier. Mhm. Alors, nous avons porté à la connaissance des entreprises les banques qui, jusqu'à aujourd'hui, travaillent avec l'OFIGA, collaborent avec l'OFIGA. Donc, nous en avons, pour cette première phase, nous en avons déjà 4, mais nous sommes en train aussi de sélectionner d'autres qui auront fait leur manifestation d'intérêt pour être les Ok. institutions financières participantes au fonds de garantie. C'est comme ça que nous les appelons. Ok. Ça, vous comprenez bien que ça ne demande pas beaucoup d'efforts, que ça ne demande pas qu'on aille chercher les entreprises pour leur informer qu'il y a cette opportunité. On dit, voilà, le fonds est là. Si vous avez un projet, si vous avez une activité à exécuter, que vous manquez le financement, approchez votre banque habituelle. Et voilà les Mhm. banques et les institutions financières qui sont déjà éligibles. Approchez-les, soumettez vos projets. Les projets seront analysés par ces institutions et le cas échéant, elle bénéficier le crédit. Normalement, la garantie partielle de portefeuille de crédit, et c'est une garantie silencieuse. Donc, le bénéficiaire ne doit pas savoir à qui il a bénéficié ça. C'est pour Ah, cela que nous ok. travaillons avec les banques, pour éviter que le bénéficiaire se dise, bon, voilà, mon crédit a bénéficié le soutien du fonds de garantie. Donc, je ne suis pas Oui. redevable, je ne peux pas rembourser. Nous voulons que les Oui. entreprises remboursent les crédits pour permettre au fonds de garantie de soutenir aussi le maximum possible d'entrepreneurs qui vont demander les Mhm. crédits, qui seront dans la même situation. Voilà, Oui, ça totalement. c'est d'une part comment nous faisons. Et puis pour les appuis directs, je l'ai dit tout à l'heure, nous faisons donc, nous médiatisons l'information, nous faisons des caravanes dans les provinces, euh, nous informons les gens, nous donnons le lien pour la plateforme et puis nous informons aussi qu'il y a des antennes relais dans les provinces. Même si, par exemple, l'information est mal captée, nous insistons sur la présence des antennes relais. Les entrepreneurs Oui. peuvent approcher nos antennes relais dans les provinces et puis ils vont les aider, les appuyer à accéder à la plateforme.
Pour le moment, nous avons lancé un appel à candidature. Ça s'est clôturé le 6 avril pour la première Mhm. phase. Nous sommes en train de Ok. faire la présélection. Après, nous allons lancer encore, nous allons réouvrir la plateforme pour que les autres soumettent leur candidature. Mhm. Au moment de Ok, la ça marche. réouverture, nous C'est allons clair. encore une fois communiquer ça. Je Ok. t'ai dit, on s'attendait à ce qu'on ait au moins 200 candidats à la première Oui. phase. Nous en avons eu plus de 750. Mhm. Vous Non, voyez, franchement, ça, c'est bien. oui, au départ, Oui. on pensait à faire 6 cohortes, mais si les gens candidatent à ce rythme, certes, on va faire 3 cohortes au maximum. Oui, non, j'imagine. Mais c'est un Oui, signal quand même très positif pour vous parce que ça montre que l'information arrive à bonne destination, mais aussi que oui, les gens sont intéressés et que le besoin que vous adressez est prioritaire, il est validé. Donc, c'est vraiment un très bon signal. Même si il reste encore 2 ans avant la fin du programme, ça donne quand même déjà un bon signal sur la exact. réussite de ce programme-là. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et donc, aujourd'hui, selon votre rôle donc, de coordonnatrice du projet, si on devrait reproduire le prêt, on va dire, dans un autre écosystème qui est fragile, euh, quel conseil est-ce que vous donnerez à un autre de vos collègues ou une autre de vos collègues qui commencerait ce projet? Mhm. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de préparer les outils ou mettre en place les préalables à temps. Parce que quand Mm, même, nous, avec 2 ans, il y a un léger retard quand même. Nous avons accusé un léger retard. Et pour un programme qui commence, ça serait pour maximiser les chances de réussir à la mise en œuvre. Ça serait mhm, mieux que on mette en place les préalables à temps. Si je dis les préalables à temps, il y a d'abord le recrutement de l'équipe de gestion du projet. oui. Et ne pas attendre la mise en vigueur du projet pour recruter l'unité de gestion, mais à mettre en place, parce que non, c'est ce qui nous est arrivé. Donc, l'unité de gestion a été mise en place après la mise en vigueur du projet et ça prend le temps Mhm, de mettre en œuvre réellement les activités du projet. Donc, si on pouvait mettre en place l'unité de gestion avant la mise en vigueur du oui. projet, ça serait une bonne chose. Et puis, au départ, le préalable pour nous, c'était de faire un diagnostic des chaînes de valeur. Donc, vous avez Mhm, parlé tout à l'heure des chaînes de valeur que nous allons accompagner. Et puis, il fallait d'abord faire un diagnostic dans ces chaînes de valeur pour constater l'état, donc les défis dans les chaînes de valeur, identifier les infrastructures productives nécessaires pour développer ces chaînes de valeur. Ça fait partie des préalables qui peuvent être réalisés avant même la mise en œuvre du projet. Donc, c'est vraiment, si on doit mettre en place le même programme dans un autre contexte similaire au Burundi, je conseillerais que ces préalables soient mis en place à temps, que les cabinets de gestion de subventions soient recrutés en temps réel et que les subventions soient octroyées pendant le délai de vie du projet et qu'on ait également le temps d'évaluer l'impact du projet. Voilà ce que je conseillerais. Merci. Et donc, peut-être pour aller vers la conclusion, quelle brique donc du projet est-ce que vous voulez que ça reste ancré dans l'économie burundaise, même après le retrait de la Banque mondiale, de la mondiale? Ce qui restera après le projet, c'est d'abord l'impact positif de ce fonds de garantie, parce que nous sommes en train de garantir des crédits pour Mhm, exécuter ou développer les activités dans les entreprises. Et les oui, crédits que nous garantissons, des fois, ce sont des crédits, je dirais, à moyen terme. Donc, ce n'est pas les crédits qui sont remboursables en une année. Souvent, c'est même sur 2, 3 ans, 2, 3, même 5 ans. Donc, voilà, ouais. ça va rester même après le projet. En deuxième lieu, les infrastructures productives que nous allons mettre en place pour développer les chaînes de valeur, justement. Et ça va rester. Et nous sommes en train de travailler avec l'Agence de développement du Burundi
pour que l'agence puisse prendre le relais après le projet et continuer à suivre, comme ça fait partie de ses missions, qu'elle puisse continuer à suivre les investisseurs, les entrepreneurs qui auront bénéficié des appuis du projet. Oui, Que totalement. l'agence puisse continuer à les suivre et à les encadrer. Et là, dans ses missions, l'encadrement des investisseurs, le suivi, l'appui et l'assistance des investisseurs. Donc, et comme nous travaillons aussi pour l'agence de développement, et c'est une institution qui est là, qui ne va pas fermer avec le projet, mais qui continuera Mhm. à faire l'appui et l'assistance des entrepreneurs qui auront bénéficié des appuis du projet. Totalement. Totalement. Et bien évidemment, si possible, le gouvernement pourra aussi demander un autre appui à la Banque mondiale pour appuyer encore une fois, parce que je ne saurais pas dire que notre appui sera largement suffisant si on même au regard de la phase pilote, l'expression des besoins qu'il y a. Donc voilà, et nous pensons qu'il y aura aussi d'autres programmes qui vont continuer à soutenir le secteur privé burundais, les entreprises Mhm. burundaises, pour les permettre de se développer, et créer les emplois et contribuer justement à la transformation de l'économie nationale. Ça, c'est une belle conclusion. C'est vraiment une très belle conclusion, que ce soit sur le programme ou même de cet échange, parce que justement, comme vous le dites, toutes ces initiatives, tous ces mécanismes que vous mettez en place, et c'est ce qu'on vise avec ce type de programme-là. Donc, je suis très ravie d'avoir pu échanger avec vous, d'avoir pu mieux comprendre le programme PRET, mais aussi de voir comment est-ce qu'il est mis en œuvre concrètement au Burundi, de savoir qui sont les différents acteurs, comment est-ce que les entrepreneurs peuvent rejoindre, et surtout de vous mettre aussi à votre place, donc de coordonnatrice, et de savoir ce que vous faites donc, dans ce programme-là. Donc, merci beaucoup, Madame Béatrice Nzeyimana. C'était un échange très fructueux, très riche pour moi, et je l'espère aussi pour ceux qui nous écoutent. Je vais d'abord vous laisser conclure. Est-ce que vous avez un mot de la fin? C'est moi aussi qui vous remercie, Fargay. Donc, merci pour l'opportunité, merci aussi pour l'échange. Et je reste toujours disponible, même la fois prochaine, si vous avez besoin d'échanger au sujet du projet FRET, je serai toujours disponible. Je vous remercie. Merci beaucoup, avec plaisir. En tout cas, j'ai hâte de voir quel indicateur est-ce que vous présenterez à la fin de ce projet qui annonce déjà une fin positive. J'espère que ça va continuer comme ça. Et à nos prochains auditeurs, donc merci de nous suivre. Et on se retrouve très vite sur Miradi Podcast. À bientôt.